Nous attaquons maintenant les deux derniers prix, et tout d'abord le prix spécial du jury. Attention. Et donc il a été décerné par le jury à la revue Hématologie pour un article sur considération clinique de l'espoir en hématologie. Et donc nous appelons à la tribune Chloé Prodhomme. Unité de recherche, laboratoire santé et société, faculté de médecine et de maïeutique, centre éthique médical de l'Institut catholique de Lille, etc., etc., etc. Vous avez un pavé qui m'a impressionné sur le nombre de choses. Et faites partie de la commission d'éthique également de la Société française d'hématologie. Alors, je vais juste poser une question, après je laisserai André, bien évidemment, vous dialoguer avec vous. Vous centrez tout sur l'espoir en hématologie. Donc l'espoir en santé. Est-ce que ça a un cadre, l'espoir en santé? Est-ce que ça correspond à quelque chose de précis? Ou est-ce qu'en fin de compte, chacun, dans sa propre vie, dans ses propres aventures, a l'espoir qu'il veut? C'est vraiment de cette difficulté-là où est parti mon travail. C'était que j'avais l'impression que ce terme était très souvent utilisé dans nos services, et parfois même pour justifier des choix thérapeutiques qui pouvaient porter à question, notamment si on ne fait plus rien, il n'y a plus d'espoir, ou bien en même temps il ne faut pas lui donner de faux espoirs, enfin plein de termes qu'on utilise et qui pour autant sans bien appréhender ce que c'est. Donc j'avais envie de creuser finalement dans une sorte de définition de cet espoir. Et en fait, ce travail bibliographique et de lecture m'a permis aussi de mieux comprendre et des fois de soulever des clés dans nos pratiques professionnelles pour éviter de tomber dans certains travers, notamment dans l'obstination déraisonnable. Oui, nous, on était très sensibles à votre article, d'abord écrit par une interne, et qui est une vraie réflexion, au fond critique, je trouve, sur l'évolution de la médecine. Parce qu'au-delà des choix dramatiques, dont on a parlé tout à l'heure, ou de la fin de vie, qui est votre sujet, hein, doit-on tuer tout espoir? Non, il n'y a aucune chance. Non, il n'y a plus aucun traitement. Et vous ne le comprenez pas, je vous le répète. Même je vous l'écris. Bon, qui met un peu mal à l'aise l'hématologue, mais qui est tendance à se... et qui nous vient largement d'une logique américaine quand même. Hein, c'est non plus, comme nous le pensons, l'autonomie comme un droit, autant que je peux, autant que je veux, mais comme un devoir. Tu es autonome, tu es responsable de ta sécurité, tu paieras ta santé, tu décideras de ta fin de vie. Éventuellement, tu peux louer tes organes, c'est ta responsabilité. Donc on a un sujet là, et vous évoquez dans votre travail, mais ça je trouve que c'est plus large que la fin de vie, l'ambivalence, la possibilité de laisser l'ambiguïté au patient sans le trahir et sans le mentir, sans confisquer non plus la vérité. Comment vous pratiquez ça? Et quel regard critique vous avez vu? Parce que vous êtes plus jeune, vous êtes dans différents services. Enfin, bon, votre travail est original de ce point de vue-là. Hein. C'est des jeunes qui font, je dirais, avec François, on pourrait dire, des valeurs du passé. C'est vrai que par rapport à cette médecine prédictive qui devrait faire des patients, parfois des mourants, dans l'attente unique de leur mort, on sentait bien cette difficulté et cette déshumanisation du patient. Et la seule réponse parfois médicale donnée était de faire cette énième chimiothérapie palliative ou cet énième traitement, comme si la seule réponse médicalement acceptable au fait de remettre de l'incertitude dans l'avenir du patient, c'était de proposer telle ou telle chimiothérapie. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'était qu'il y a peut-être une autre manière d'accompagner cette incertitude propre à l'être humain, cette ambivalence, dans l'idée de garder espoir même sur son lit de mort. Et c'était aussi l'accompagnement d'humain à humain, quoi. Voilà. Qui pouvait permettre... Donc, le problème, c'est que les choix politiques, de manière, sont souvent binaires. On peut être un hyper contrôlant jusqu'à la dernière minute, ce qui peut être d'ailleurs dur à vivre pour la famille. Je décide de tout jusqu'à la dernière minute. J'ai un de mes malades qui, refusant l'amputation, qui
qui n'est pas aussi dramatique que vous, quand son fils rentre et lui dit si c'est pour me dire de me faire opérer, tu peux partir. C'est une violence arc-boutée sur j'aurai le dernier mot. Mais il y a tous ceux qui, quand ils sont bien portants comme moi, pensent qu'ils auront le dernier mot, et quand ça arrive, vous connaissez la phrase de Woody Allen, j'ai pas peur de la mort, mais quand elle viendra, je préfère pas être là. Voilà. Hein, on a tous vécu ça. Enfin, moi, je vous félicite pour cet article qui est à la fois médical et en même temps philosophique. Et pour le philosophe tout à l'heure, il nous manque dans les RCP, il nous manque dans nos services les philosophes qui sont des spécialistes de l'éthique, mais tellement loin de nous que on avait que ça sur le terrain. C'est pour ça que l'article que vous avez fait sur ces cas dramatiques d'amputation était aussi tout à fait remarquable. Merci.